Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis fin octobre, à Laval, ville de plus de 50 000 habitants, les urgences ferment à 18h30. En Tarn-et-Garonne, les effectifs de médecins urgentistes des deux hôpitaux de Montauban et de Moissac sont passés au cours de la dernière année de 40 à 25, si bien qu'il y a une réflexion actuellement pour une fermeture temporaire du service des urgences de Moissac, et je salue ma collègue Sylvia Pinel, de 20h à 8h du matin. Ailleurs en France, à Draguignan, à Bastia et dans d'autres villes, les services d'urgence sont contraints de fermer aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, un grand pays comme le nôtre peut-il accepter que certains de nos concitoyens ne puissent pas avoir accès aux urgences la nuit? Le ministre de la Santé a répondu tout à l'heure. Les difficultés ne sont pas nouvelles, on est bien d'accord, mais c'est la première fois qu'il y a des territoires entiers pour lesquels les urgences sont fermées la nuit. Monsieur le Premier ministre, concrètement, que mettez-vous en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet extrêmement préoccupant qui concerne l'ensemble de notre territoire et de nos concitoyens. Oui, effectivement, notre pays subit depuis de très longs mois une crise sanitaire sans précédent, en tout cas depuis des décennies, qui a fortement impacté l'hôpital, les établissements de santé et les soignants qui sont fatigués, qui sont épuisés pour certains, ce qui entraîne, vous le savez toutes et tous, effectivement, une augmentation ici ou là de l'absentéisme, parfois même des démissions. À ces raisons conjoncturelles, Madame la Présidente, vous le savez toutes et tous, en évoquant notamment celui de la couverture médicale dans un certain nombre de services. Vous avez cité les urgences, on pourrait ajouter la pédiatrie, certains services d'anesthésie, réanimation, s'ajoutent des causes structurelles et de fond sur lesquelles, Madame la Présidente, là aussi nous nous sommes fortement exprimés. Je vous rappelle qu'au début du présent quinquennat, le numerus clausus était inférieur, et oui, on le sait, était inférieur à ce qu'il était en 1972 quand il a été créé, alors que la population a augmenté et que la population a vieilli. Cette majorité a pris le mal à la racine, a fait tomber le numerus clausus, et alors que sous le précédent quinquennat, 600 médecins de plus ont été formés, ce sera sur les 5 ans à venir 10 000 de plus. Vous avez complètement changé le braquet. Mais, Madame la Présidente, c'est vrai, il faut des années pour former un médecin, et ces médecins qui sont en cours, plus de 1000, a dit le ministre depuis l'année dernière, n'arriveront pas encore dans nos établissements. Alors effectivement, nous prenons avec les agences régionales de santé toutes les mesures possibles, par une meilleure coopération avec le privé, par une revalorisation des heures supplémentaires, par un appel à chaque fois que cela est possible à la réserve sanitaire. Ces problèmes existent. Nous avons d'ailleurs l'impérieux devoir de mieux les quantifier, parce que là aussi nous avons entendu des chiffres qui sont vraisemblablement excessifs. Nous avons revalorisé comme jamais l'attractivité des métiers médicaux et paramédicaux. J'ai encore annoncé hier, parce qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital, Madame la Présidente, il y a aussi dans le secteur médico-social qu'il y a des difficultés, des revalorisations complémentaires au terme du Ségur. Nous rattrapons un retard considérable que la crise est venue impacter, mais j'ai confiance, Madame, en nos professionnels de santé, à nos établissements de soins, pour faire face à la situation incontestablement difficile que nous traversons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous ai posé cette question parce que vous voyez, mon collègue Guillaume Garot a écrit aux agences régionales de santé qui personne n'a répondu. Et ça, ce n'est pas acceptable quand on a un service d'urgence qui ferme la nuit dans un territoire de plus de 150 000 habitants. La réserve sanitaire doit être mobilisée au maximum. Oui, d'accord, mais ça a été déclenché tardivement. Et il va y avoir une personne à Laval qui va arriver cette semaine. La réserve sanitaire doit être mobilisée partout. Il doit y avoir aussi, Monsieur le Premier ministre, de la solidarité interrégion, notamment avec des grands CHU, pour que les hôpitaux de nos communes qui sont plus petites puissent avoir un médecin urgentiste
de nuit et qu'il puisse y avoir des gardes. Au-delà de ça, je crois qu'il y aurait des changements structurels importants, qu'il puisse y avoir des passerelles, notamment avec les DES de médecine urgentiste, pour qu'on puisse véritablement pas être urgentiste toute sa vie, ce qui est fatigant, ce qui pour la vie personnelle est épuisant. Ça, c'est une proposition. La protection du risque juridique aussi, Monsieur le Premier ministre. On ne peut pas faire en sorte que les médecins portent tout Madame ce la risque Présidente. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous le savez, nous le savons tous ici, la vie est plus chère dans les Outre-mer qu'elle ne l'est en France hexagonale et la dépendance aux importations demeure un handicap perpétuel. Les causes en sont structurelles mais aussi conjoncturelles. 12 ans après les mouvements sociaux de 2009 en Martinique et en Guadeloupe, dénonçant la vie chère et malgré l'adoption de la loi du 20 novembre 2012 visant à réguler les rapports économiques en Outre-mer et dynamiser la concurrence, le différentiel de prix en défaveur des Outre-mer persiste. Pire, il se creuse. J'en veux pour preuve les prix confiscatoires des carburants et du gaz domestique dans nos territoires, ou encore les prix aberrants des services, des biens d'équipement, des matériaux ou des produits alimentaires. Actuellement, tous les acteurs économiques insistent sur l'explosion des coûts du fret, devenu insoutenable pour les importateurs et les clients sur qui ces surcoûts reposent en bout de chaîne. Ces coûts auraient été ainsi multipliés par 4. Jusque-là, le tissu économique ultramarin, majoritairement composé de TPE et de PME, a tenu tant bien que mal le choc de la crise du Covid-19. La hausse du coût du fret aérien et maritime qui s'ajoute à des écarts de niveau de vie et de pauvreté nettement plus élevés dans les Outre-mer qu'en France hexagonale pourrait précipiter son délitement. Dans ce contexte moribond, j'entrevois, moi, une éclaircie. Le souhait de plus en plus clair des jeunes ultramarins de favoriser l'essor et la diversification économique de leur territoire d'origine en se réinstallant sur place ou en finançant des activités nouvelles, créatrices d'emplois, de valeur ajoutée et d'avantages concurrentiels. Monsieur le ministre, quelles mesures spécifiques le gouvernement prévoit-il de prendre afin de préserver le pouvoir d'achat des populations ultramarines et faire des jeunes actifs ultramarins les protagonistes durables d'un essor économique tant espéré? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Manin, merci pour votre question. Depuis 2009, du chemin a été parcouru, notamment grâce à la loi qui a été votée par l'ancienne mandature. Et puis Gabriel Attal a répété tout à l'heure et rappelé l'ensemble des dispositions du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat sur le terrain conjoncturel qui, bien sûr, je le précise, s'applique dans les DROM. Le vrai sujet que vous posez, et il introduit en cela nos conversations nocturnes sur le projet de loi de finances pour l'année prochaine sur le budget des Outre-mer, c'est évidemment les chantiers pour arriver à répondre de manière structurelle. J'en vois au moins 5. Le premier, et vous l'avez dit, c'est évidemment la question du fret. On aura l'occasion d'y revenir ce soir, mais l'aide au fret est un dossier sensible, important. Et on voit bien que nous sommes au bout d'une logique. Il va nous falloir réfléchir à une réforme de cette aide au fret. Nous aurons l'occasion de revenir dans le détail tout à l'heure. Le deuxième chantier, c'est bien sûr une réflexion sur la fiscalité locale, entre autres, puisqu'on le sait très bien, l'octroi de mer est parfois incomprise désormais du citoyen consommateur. Et on le sait aujourd'hui, par exemple sur le carburant que vous avez mentionné dans votre question, l'État ne perçoit plus un euro sur le carburant en Outre-mer, puisque ce sont l'ensemble des collectivités territoriales qui perçoivent, par l'octroi de mer ou la TICPE, cette fiscalité. C'est donc un chantier de réflexion qu'il faut avoir avec les élus, évidemment, et pas contre eux. Troisième chantier, la question des dépendances. On l'a bien vu avec les confinements successifs, notamment sur la matière première agricole. On voit bien que le plan de relance, pour le coup, produit ses effets, notamment avec Julien Normandie, on le voit bien sur l'agriculture en Outre-mer, à La Réunion, pour prendre des exemples, mais aussi dans votre département, on trouve des modèles qui avancent et qui vont nous permettre de réduire les prix. La question, enfin, des monopoles est le quatrième chantier. Question sensible, mais il faut le regarder en face, et je le dis comme je le pense. La Covid-19 nous avait prendre du retard sur ce dossier, et évidemment, il nous faut pouvoir y répondre. C'est pratiquement un sujet de campagne présidentielle. Enfin, la dernière bataille avec Elisabeth Borne, c'est la bataille pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, parce que le vrai pouvoir d'achat, c'est aussi le travail que l'on donne à notre jeunesse. De cela aussi, nous serons amenés à en reparler tout à l'heure. Je vous en remercie. Merci, Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture.
Par une opération sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel français, les deux chaînes les plus importantes de la télévision privée de notre pays, TF1 et M6, ont lancé il y a quelques mois un projet de fusion. Celle-ci suscite de grandes inquiétudes légitimes des différents acteurs de l'audiovisuel, alors que le gouvernement a déjà laissé entendre sa grande bienveillance envers ce projet. Pourtant, si ce mariage aboutissait, cela conduirait à une situation de quasi-monopole du groupe, à la fois dans l'information par les journaux du matin, du midi et du soir, sur les parts d'audience qui atteindraient 42% contre 28% à France Télévisions, mais aussi dans la publicité avec une estimation à près de 75% du marché aux mains d'un seul groupe, et enfin dans la production des contenus audiovisuels qui touchent directement à notre patrimoine et à notre souveraineté. La stratégie de soutenir un champion capable de concurrencer Netflix interroge lorsqu'on compare les chiffres. 19 milliards investis par la plateforme, soit 40 fois plus que les investissements de ce nouveau géant. Alors à quoi bon ? Quel intérêt à prendre le risque de l'ultra-concentration et des risques de domination que cela produit ? Les mesures anti-concentration prévues depuis 1986 prévoient que des autorités administratives indépendantes délivrent des autorisations. Tellement indépendantes que nous apprenions que la présidente de l'autorité de la concurrence était remerciée par le président de la République en plein travaux. Comble du cynisme au même moment où le président du CSA nous annonçait un renforcement des aides anti-concentration dans la future Arcom. Madame la ministre, la pluralité de l'information et de l'expression des contenus, comme celui de la production, est indispensable à nos démocraties et nous avons depuis des mois un exemple trop grave de la capacité de certains médias à participer à des dérives populistes pour ne pas réagir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un soutien sans faille à l'audiovisuel public et pas d'une trajectoire financière à la baisse depuis 3 ans. Et surtout, de l'indépendance des autorités administratives qui sont les garants du pluralisme. Face à ceux pour qui les citoyens ne sont que du temps de cerveau disponible, n'est-il pas de la responsabilité de ce gouvernement de s'opposer à de telles manœuvres monopolistiques ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Madame Victory, je connais votre intérêt pour ces questions de l'audiovisuel. Nous savons depuis fort longtemps que M6 est à vendre. TF1 s'en est porté acquéreur et nous n'avons pas à choisir le racheteur de M6. Bien évidemment, il s'agit d'une transaction privée. Il y a un certain nombre de dispositifs dans le processus. Ces dispositifs sont respectés. Il y a d'abord la consultation des organisations représentatives du personnel, de Bouygues, de TF1, de M6, qui se sont prononcées à l'unanimité pour la fusion de ces groupes. Il faut signaler que cette fusion va prendre du temps parce qu'elle doit franchir un certain nombre d'obstacles et de vérifications. Cette fusion pourrait se réaliser à la fin de 2022. Premier élément, le CSA, effectivement, est saisi. Il a commencé ses consultations et devrait rendre son avis sur ce respect du pluralisme. Il devrait rendre son avis au premier semestre 2022. L'autorité de la concurrence, ensuite, est saisie également et elle rendra son étude sur l'impact des éventuelles concentrations sur le marché publicitaire à l'été 2022. Enfin, les mécanismes anti-concentration qui devront être respectés feront qu'on ne peut pas disposer de plus de 7 chaînes sur la TNT et que le groupe éventuellement constitué devra donc vendre 3 de ces chaînes puisqu'il en posséderait 10. Maintenant, il faut bien considérer qu'un certain nombre de textes ont été élaborés dans une période où, il faut le reconnaître, les moyens de diffusion, de production et de distribution n'étaient pas ceux que nous connaissons et qu'en particulier des mécanismes de concentration verticale n'avaient pas été envisagés au moment de la loi du 30 septembre 1986. C'est la raison pour laquelle, avec le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, nous avons missionné une double inspection de nos inspections respectives pour élaborer de nouveaux textes et bien entendu, le Parlement sera également saisi de cette réflexion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Je voudrais interroger le gouvernement qui nous apporte quelques précisions suite aux déclarations du chef de l'État hier soir sur la crise sanitaire. Le chef de l'État a indiqué que la poursuite de la délivrance du pass sanitaire serait conditionnée pour les personnes de plus de 65 ans à l'administration d'une dose de rappel. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois qu'une borne d'âge est posée. Est-ce que, première question, cette mesure va être étendue à l'ensemble de la population éligible au vaccin ? Deuxième question, si le pass sanitaire est, comme cela semble, l'outil qui permet de maintenir une protection collective élevée par la vaccination dans votre stratégie, alors à quelles conditions estimez-vous que le pass sanitaire pourrait être levé ? Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur... Pourquoi ce A? Poursuivez, monsieur. Vous n'étiez pas là, les mesdames et messieurs les acclamations sénateurs. anticipées. Allons-y. Vous n'étiez peut-être pas là, mais j'étais là hier soir à 11h du soir et j'étais là avant-hier aussi au Sénat. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là, donc ils ne m'ont pas aperçu. Rassurez-vous, je suis au Sénat toutes les semaines et un certain nombre d'heures. On peut regarder si vous voulez. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard Jomier, vous posez une question sur l'extension du pass sanitaire. D'abord, vous dire qu'il y a deux cohérences au moins à ce qu'on propose cette vaccination en priorité aux 65 ans et plus et désormais bientôt aux 50 ans et plus. Vous le savez parce que vous êtes médecin, mais le système immunitaire est plus fragile quand on prend un peu de l'âge. Et donc le système immunitaire a besoin d'avoir des rappels de vaccination. C'est le cas pour le Covid, c'est le cas pour d'autres virus qu'on connaît bien, pour pouvoir réactiver le système immunitaire, pour vérifier qu'on ait bien le même niveau de protection, la même capacité à synthétiser des anticorps le moment où on est confronté à un virus. Pourquoi la logique du pass? D'abord, nous avons laissé du temps aux personnes âgées de 65 ans et plus pour se faire vacciner. Les 3/4 d'entre elles, d'ailleurs, qui étaient éligibles, ont d'ores et déjà reçu une dose de rappel, ce qui est un très bon chiffre, mais ça veut dire qu'il en reste encore. Et c'est surtout la logique du pass. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est que lorsque vous rentrez dans un lieu public avec du monde, notamment un lieu fermé, vous avez un moindre risque d'être contaminé vous-même et de contaminer les autres. Donc si on considère qu'au bout d'un moment, la protection conférée par le vaccin est moins importante, il est logique du coup, de restreindre l'accès au pass sanitaire. Donc, c'est pourquoi le président de la République a lancé cet appel. De la même manière, on est en train de descendre progressivement en âge sur le rappel de la vaccination, à mesure d'ailleurs qu'on avait commencé la vaccination, souvenez-vous, chez les personnes les plus âgées, et ensuite par tranche d'âge. Nous avons des retours sur la population âgée de 65 ans et plus, nous avons des retours sur la population de 50 ans et plus. Les populations plus jeunes ont été vaccinées plus tard dans notre pays et ailleurs dans le monde, donc nous n'avons pas encore le retour sur l'évolution de l'immunité. Et ce que les scientifiques nous disent, c'est que peut-être dans quelques mois, nous verrons qu'il sera nécessaire de proposer un rappel de vaccination plus large. En tous les cas, nous agissons en fonction des données scientifiques pour protéger les Français. Quant à la question de savoir à quand la suppression du pass sanitaire, eh bien, aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. C'est certainement pas le moment de se poser la question. Monsieur Jomier. Monsieur le ministre, je comprends bien donc que nous allons vers des rappels pour l'ensemble de la population et que la délivrance du pass sanitaire sera conditionnée à ces rappels. Donc vous tracez une perspective où à l'horizon d'1 an, 2 ans, 3 ans, le pass sanitaire se poursuivra peut-être. Alors moi je voudrais vous dire que nous portons l'idée que la vie en société impose des obligations et vous le savez en l'occurrence la vaccination. Mais nous avons le sentiment qu'avec cet outil du pass sanitaire, vous êtes en train de changer de paradigme sur la question du contrôle. Car de fait, vous utilisez un outil que vous étendez sans qu'on en perçoive bien les limites et vous étendez le champ des contrôles systématiques en lieu et place des contrôles aléatoires et a posteriori qui, dans une société démocratique et de liberté, sont les plus répandus. Et c'est là que se situe une interrogation profonde pour les parlementaires que nous sommes attachés aux libertés publiques. Et avec regret, je constate d'ailleurs que le Conseil constitutionnel ne nous apporte pas d'analyse qui soit très contributive sur ce point. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les prix de l'énergie flambent dans la dite Outre-mer, plus 20% en 1 an. L'essence plus chère, le gaz plus cher. Alors attention, toutes les révoltes sociales dans la dite Outre-mer, notamment celle de 2009, sont nées de la hausse des prix de l'énergie. Je vous appelle donc à agir dès maintenant, à ne pas attendre l'explosion. Je suis consciente que l'angle d'attaque ne saurait être la fiscalité. Les taxes État sont nulles, celles des collectivités plus que raisonnables. Côté brut, on connaît les conditions du marché. J'aimerais cependant attirer votre attention sur d'autres composantes de la fixation des prix qui semblent manquer totalement de transparence. Arrêtons-nous un instant sur l'exemple du très emblématique gaz utilisé par de nombreux foyers. Plus de 10 000 tonnes consommées l'an dernier. Par exemple, sur notre île, en 2 ans, le prix du bidon a augmenté de 50%. Sur un montant de 32 €, la moitié, soit 16 €, représente des coûts de distribution. Si la part du transport et du revendeur de son produit semble légitime, un peu plus de 4 €, comment désormais se décomposent les 12 € restants sur les presque 32 du prix global? Qui rémunère-t-il? Sur quelle base?
On l'ignore ou on le sait si peu. Il y a une urgence de transparence. Il existe un sentiment d'injustice qualifié de profitation en créole et qui perdure. Non, nos populations ne peuvent pas être toujours plus pauvres et payer toujours plus cher. Ce n'est pas acceptable. Oui, il y a eu un chèque énergie. C'est un soulagement ponctuel, mais ce n'est pas la solution. Madame la ministre, êtes-vous prête à lancer courageusement cette nécessaire mission transparence très attendue afin de soulager les ultramarins face à la flambée des prix? L'État est-il prêt à enfin faire la transparence sur ces rémunérations d'intermédiaires et ces marges qui semblent frappées d'opacité? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Madame Aba. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conconne. Nous entendons votre sentiment, votre émotion qui est palpable face à cette réalité d'une précarité énergétique auquel nous faisons tous face. À cette émotion, nous répondons des actions concrètes. Vous le savez, d'abord, dans des mesures d'urgence qui doivent agir sur le budget des ménages avec ce chèque énergie exceptionnel de 100 € pour 5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie. Et en Outre-mer, cela représentera plus de 280 000 foyers. Ce nouveau chèque il sera envoyé sans démarche supplémentaire. C'est donc tout à fait automatisé. Il est déjà possible d'acheter des bouteilles de gaz avec le chèque énergie, vous l'avez dit. Et cette mesure, cette possibilité, elle sera renforcée en incitant les fournisseurs à se faire agréer pour mettre en place, si nécessaire, des systèmes d'avoir quand le chèque ne serait pas totalement consommé. Ensuite, une indemnité inflation de 100 € va être distribuée, vous le savez, notamment pour faire face à cette hausse des prix du carburant. Il s'agit clairement de la meilleure solution parce que, vous l'avez dit, une baisse des taxes sur les carburants outre-mer n'aurait pas d'intérêt ni d'impact. Cette indemnité, elle concernera environ 38 millions de nos concitoyens qui gagnent moins de 2 000 € net par mois et près de 1 million d'ultramarins en seront destinataires. Et puis, ils seront tous concernés, ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les retraités, les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Ces mesures, elles s'appliquent donc vraiment comme des mesures de justice sociale et de lutte dans cette précarité énergétique. Bien entendu, nous veillons à ce que l'application stricte de la formule de calcul des prix réglementés des carburants empêche toute marge indue. Et nous avons également mis en place, vous le savez, le bouclier tarifaire sur notamment le gaz de ville et l'électricité, avec une hausse de l'électricité qui sera plafonnée à 4 %, une mesure qui bénéficie à tous les DROM, à Wallis et Futuna, ainsi qu'aux 300. Ce bouclier, il sera mis en place par une baisse de la taxe sur la consommation d'électricité, qui bénéficiera également aux entreprises. Il y a donc une totale transparence. Les tarifs réglementés de vente du gaz de ville sont aussi gelés jusqu'à fin 2022. Le coût de ce bouclier tarifaire, il est de 5 milliards. Le chèque énergie représente 600 millions d'euros. La prime inflation, 3,8 milliards. Ce sont quelques 10 milliards d'euros qui doivent lutter dans cette précarité énergétique. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, personne ici ne méconnaît le fait déplorable et insupportable que bon nombre d'agriculteurs dans notre pays ne vivent pas de la rémunération de la vente de leur production. L'échec de la loi Egalim 1 ainsi que les timides avancées de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Egalim 2, n'auront qu'un effet limité sur le revenu des agriculteurs. Depuis de nombreuses années, c'est grâce à la PAC que ces agriculteurs vivent ou plutôt survivent. Ce sont ces aides qui sont le vrai revenu des agriculteurs, qui leur permettent de boucler leur fin de mois et de faire face à leurs obligations. En conséquence, quand ces aides ne sont pas versées aux dates prévues, les agriculteurs doivent négocier des emprunts auprès des banques pour combler leurs besoins de trésorerie. C'est notamment le cas au moment où je vous parle, car les aides qui devaient être versées au 15 octobre dans mon département, l'Ariège, mais aussi dans bien d'autres, et notamment en Occitanie, n'ont pas encore été versées. Et vos services, Monsieur le ministre, annoncent qu'elles ne le seront pas avant le 15 décembre. 2 mois sans aide, et encore si ces promesses peuvent être tenues. Alors, Monsieur le ministre, mes chers collègues, doit-on incriminer l'Europe pour ces retards, comme on a si souvent tendance à le faire, parfois à raison? Dans le cas d'espèce, ce n'est pas Bruxelles qui est en cause. L'argent est bien disponible, mais pour qu'il soit versé aux agriculteurs, il faut que l'État français ait réalisé les contrôles de leurs exploitations. En s'agissant d'argent public, personne ici ne remet en cause la tenue de ces contrôles qui vérifient la bonne conformité des productions agricoles.
Ce que je déplore et qui est inadmissible, c'est que l'administration française n'ait pas les moyens d'effectuer ces contrôles dans les délais impartis pour que les agriculteurs reçoivent les aides nécessaires à leur survie aux dates que vous aviez annoncées. Alors, Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour que nos agriculteurs reçoivent leurs primes le plus rapidement possible? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Denormandie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Michaud. D'abord, vous dire qu'à la fin des fins, le plus important, c'est de faire en sorte que nos agriculteurs vivent de la juste rémunération et pas des aides. Et je crois pouvoir dire que les avancées que nous avons fait voter ici à l'unanimité au Sénat de la loi Egalim 2 va dans le bon sens. Le deuxième élément, Monsieur le sénateur, c'est qu'effectivement, les aides de la PAC restent très importantes. Elles restent d'autant plus importantes que la bataille sur la rémunération n'est pas encore gagnée et qu'on s'y emploie. Mais Monsieur le sénateur, votre question ne reflète en aucun cas la réalité. Et je dois vous dire que pour un représentant de l'ancienne majorité, je trouve ça plus que fort de café. Alors, Monsieur le sénateur, et c'est vérifiable partout, je vais vous donner les vrais chiffres. Dans le département de l'Ariège, au 19 octobre, 95% des bénéficiaires ont eu les avances de paiement de la PAC. Sur 1800 dossiers, il y avait au 19 octobre 83 dossiers qui n'avaient pas bénéficié des avances pour deux raisons. Soit parce qu'il y a des contrôles en cours, comme il y en a dans tous les départements, soit parce que du fait des dérogations au SIE, ceux qui sont au fait de ce sujet le voient bien, il y a un décalage. Et monsieur le sénateur, je vais vous donner les chiffres au niveau national. En 2020, 99,7% des paiements de la PAC ont été faits dans les délais. En 2017, le chiffre était à 4,45%. En 2015, il était à 0%. Alors ces leçons de morale, en ne donnant pas les vrais chiffres, c'est insupportable.